Une bonne année à tout le monde. Voilà. Et on va démarrer. Donc, dans le programme, une introduction un peu longue, comme la dernière fois, c'est des rappels. Donc, beaucoup de diapos, mais je vais essayer de passer le plus rapidement possible pour aller après sur l'essentiel, les propositions techniques et puis faire aussi pas mal de pratiques. Et puis, on se retrouvera à la fin pendant un petit temps de discussion, si vous le voulez. Je pense qu'on en a encore aujourd'hui pour 1h30, mais on va le vérifier parce que c'est toujours une première pour moi avec cette présentation. Voilà. Pour commencer, une petite anecdote, pourquoi la prise d'air? Eh bien, apnéiste, un jour je me suis retrouvé confronté à une difficulté, c'était en compétition, et puis j'ai entendu top départ dans 4 minutes, et puis là ça a été la catastrophe, mais comment est-ce que je vais faire pour me préparer? Et du coup, il a fallu improviser et ça s'est pas forcément très bien passé. Donc du coup, j'ai travaillé un petit peu tout ça. Et puis travailler la prise d'air, c'est aussi en bouteille par rapport à un risque. Le risque, la panne d'air, bon ça va, je suis pas trop inquiet. Je gère quand même bien tout ça. Pour moi, le plus grand risque, c'est plonger en eau froide et puis le givrage et puis la gestion de ce genre de choses. Et donc du coup, il y a des réactions à mettre en place. Et voilà. Puis après, peut-être pour ça aussi, je ne suis pas tellement sujet. Ça dépendra un petit peu de vos besoins, de votre activité. Donc, on verra entre 1 heure, 1h30, peut-être plus, mais à mon avis. Il y avait un retour, pardon, que j'ai coupé. Et puis après, il y a aussi cette question de l'essoufflement en bouteille qui peut poser pas mal de questions. Et de manière récurrente, il va y avoir en apnée, et peut-être de manière un peu moins prononcée, la question de la compensation que nous avons vue la semaine dernière et pour lequel la réserve d'air va être primordiale. Des gens que je connais, d'autres pas. Il y a peut-être même... Bruno veut prendre la parole, il paraît, mais ça c'est tout à fait possible. Ouais. Oui, Philippe, il y a un écho derrière toi. Oui, je coupe les micros de tous les intervenants, là, de tous les participants pour éviter ça. Voilà, normalement, vous n'avez plus d'écho. C'est parce que quand il y a un micro qui est ouvert, le son du haut-parleur passe, et donc du coup, ça ne va pas bien. Voilà. Donc je reprends, voilà, ça c'était un petit peu pour me remettre en contexte, resituer. Et on va passer directement dans le vif du sujet, donc avec cette introduction et une série de diapos pour faire quelques petits rappels. Donc les motivations, je viens d'en parler très rapidement, c'est cette question de la disponibilité de l'air et de l'oxygène dans le cadre de la prévention de la syncope et puis de la compensation. Et puis, quand on a plus d'air, c'est un frein à la fois pour l'apnée et puis pour la plongée en scaphandre. Les questions qui peuvent apparaître aussi, c'est par rapport à ces volumes d'air qu'on a dans les poumons, les questions qui sont liées à la surpression et à l'édème aigu pulmonaire, des choses sur lesquelles on va revenir également. Et puis donc la panne d'air, ça c'est vraiment un risque auquel on peut être confronté. Et dans ce cas-là, il faut savoir réagir et donc arriver à la fois se contrôler et puis certainement pour éviter cela, économiser la consommation d'air de la bouteille. Et puis on va voir aussi que ça peut avoir un effet sur la désaturation. Voilà, la désaturation, donc cette élimination de l'azote. Et puis comme je l'ai dit, la gestion de l'essoufflement, le givrage, et puis l'exercice de remontée sur expiration, je ne sais plus si ça se fait ou pas, mais on verra aussi qu'il y a des choses que l'on peut retenir de cette présentation à tout cela. Donc, j'essaye de faire encore une fois le lien entre les deux disciplines, scaphandre et apnée. Et encore une fois, je m'excuse, je ne suis pas encadrant plongée avec bouteille, et donc si je vous mets des choses, ne m'en veuillez pas. On va convoquer un certain nombre de notions, physique, anatomie, physiologie, mécanique, technique, matériel et psychologie. Je passe très rapidement là-dessus. Pour aller directement à l'essentiel, ce rappel, voilà, la réalité physique et l'augmentation de la pression dans l'eau. Vous voyez, je vais aller très très vite puisque je clique déjà. Et puis cette variation brutale et importante dans la zone des 20 mètres, puisqu'on multiplie par 3 la pression. Un petit peu d'anatomie.
la fois dernière, on s'était concentré plutôt sur les voies aériennes supérieures. Aujourd'hui, on va s'intéresser davantage aux voies aériennes inférieures. Et puis la ventilation. Et puis la ventilation, donc une mécanique, étirement des muscles intercostaux, contraction diaphragmatique qui crée une dépression, et une inhalation, c'est l'inspiration qui va être suivie ensuite d'un relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme, une contraction des abdominaux qui va créer une surpression, une exhalation, l'expiration. Tout ça, c'est de la mécanique. Et avec ceci, des volumes qui sont associés. Le volume courant de 0,5 litres, c'est ce qui correspond à ce que l'on échange à chaque cycle ventilatoire. Le volume inspiratoire de 2,5 litres qui va constituer une réserve, et un volume expiratoire de 1,5 litre dans le cadre de l'expiration forcée. On va essayer de travailler un petit peu tout ça pour à la fois accroître le volume. Mon micro était coupé. Voilà. Voilà, on me dit la remontée sur expiration n'est plus évaluée. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'avais mis les nouveau coupé. Ah, voilà, mon micro est de nouveau coupé. Il y a quelqu'un qui coupe mon micro là derrière, donc attention. Et puis, donc du coup, travailler à la fois sur ce volume expiratoire et le volume inspiratoire de manière à gagner en amplitude. Voilà. Et donc là, on va voir que c'est des cycles par minute. Et si vous voulez en savoir plus à la fois sur la mécanique et puis sur tout ce qui se passe, il y a des ressources complémentaires. Là, l'idée, c'est d'aller assez vite sur tout cela et retenir un petit peu les ordres d'idées des volumes. Voilà. La mécanique ventilatoire, ici en illustration avec une image, c'est un mouvement de la cage thoracique qui va faire qu'il va y avoir des mouvements d'air. Sur l'inspiration, principalement les muscles intercostaux, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça. Muscles intercostaux plus diaphragme. Il y a toute une musculature thoracique qui intervient également, et on va passer là-dessus. L'expiration, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le diaphragme, mais c'est plutôt les abdominaux qui vont travailler dans ce cadre-là. Et s'il y a des kinés respiratoires dans l'assistance, eh bien, ça serait pas mal de compléter éventuellement. Alors j'entends qu'il y a toujours un écho sur la présentation. Coupez vos micros, évitez les retours d'une machine à l'autre. Pour moi, j'ai plus de retour de vous, donc j'ai plus d'écho. Donc pour moi, ça doit être bon. C'est peut-être quelque chose qui est plutôt de votre côté. Voilà. Et puis, donc du coup, les muscles respiratoires, là, il y a encore des ressources très, très... Voilà. Je remets mon micro, si vous permettez. Alors, on va faire le petit exercice. Il n'y a rien d'obligatoire. Je vous avais demandé de prendre un petit sachet. Un sachet de 5 à 10 litres. Ceux qui n'ont pas, ce n'est pas bien grave. Vous pourrez juste noter la petite expérience. L'idée, c'est sur une ventilation normale, expirer et puis voir à peu près à quoi correspond le volume que vous avez expiré sans forcer. Et donc, vous allez prendre entre vos mains ce sachet. Vous allez expirer normalement une fois dedans, vous allez resserrer après le sachet, faire une marque et puis voir à peu près à quoi ça correspond sur le sachet. Voilà, je vous laisse faire. Donc il y en a pour 30 secondes, si vous avez le matériel à côté. Voilà. Voilà. On va continuer. S'il y en a qui n'ont pas fini, vous poursuivez, là, ça ne gêne pas. Là, du coup, dans une ventilation, c'est ce volume normal expiratoire qu'on va mesurer. Et on va voir qu'après, on va pouvoir travailler sur ces volumes-là pour améliorer la performance et la technique. Donc après, des considérations à prendre, c'est celle du milieu avec celle de la salinité. Et donc, toute la question qui est liée à la flottabilité, que l'on soit ou non lesté.
Dans le milieu également, c'est cette poussée d'Archimède et puis l'effet caillou que j'appelle l'effet caillou, c'est plus on coule, plus on va descendre et plus la tendance à couler va être importante. Le poumon ballast que l'on retrouve à la fois en apnée et en bouteille, et puis cette question du lestage qu'on retrouve également liée au poumon ballast. Voilà, tout ça, c'est des choses, je passe très rapidement, mais le lestage, à un moment donné, ça va être quelque chose d'important. Et puis en apnée verticale, qu'est-ce qui va se passer? Augmentation de la pression à la descente. On voit ici qu'avec un départ de volume pulmonaire de 6 litres complet, eh bien, on va arriver à 30 mètres de profondeur en 1,5 litres, c'est-à-dire le volume résiduel qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà, donc ça veut dire que là, c'est quelque chose qui va être absolument bloquant puisqu'on ne va plus pouvoir mobiliser d'air à 30 mètres. Et donc, s'ajoute à cela la pression hydrostatique qui va compliquer la prise d'air, surtout en position verticale, et qui va provoquer un phénomène qu'on va voir tout de suite après. Voilà. Là, on retrouve la question aussi de la loi de Boyle-Mariotte et puis l'écrasement, la compression de l'air avec la descente et donc la réduction du volume d'air des poumons qui approche près du volume résiduel et puis qui va du coup amplifier l'effet caillou que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et puis par contre, à la remontée, ça va être intéressant parce que l'air qui avait été comprimé dans les poumons va se détendre. Et donc, du coup, les poumons vont regagner toute leur place. Et plus on va remonter, plus on va avoir une sensation de confort parce que, eh bien, on va de plus en plus flotter. L'effort sera moins important à produire pour arriver vers la surface. Et à un moment donné, c'est plus nécessaire de palmer ou de faire quoi que ce soit à la remontée. Voilà, ça, c'est l'effet bouchon. Voilà. Et puis, l'adaptation des mammaliennes, à ce que je disais là tout à l'heure, qui est liée à la pression hydrostatique, mais pas que. C'est également lié à la baisse de la température et la température de l'eau qui va jouer sur les parties du corps qui sont en contact avec l'eau. Donc, tout ça, pression hydrostatique plus température, vont influer sur l'organisme et provoquer ce qu'on appelle donc ce réflexe d'immersion ou le diving réflexe. Alors, pour ce qui nous concerne ici aujourd'hui, nous, c'est ce qui va agir sur la réduction du volume pulmonaire avec cette pression hydrostatique, donc la compression de l'air. Et c'est pour ça qu'en bouteille, on a de l'air sous pression pour adapter la prise d'air. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer avec un apnée suite à cette réduction du volume pulmonaire? C'est une dépression thoracique. Et donc, pour éviter l'écrasement, parce que l'humain n'est pas pareil que les cétacés, pour éviter l'écrasement de la cage thoracique, il y a ce qu'on appelle l'érection pulmonaire, c'est-à-dire un afflux de sang des périphéries vers les poumons, à peu près 0,7 litres. Et ça va contribuer à maintenir la cage thoracique. En parallèle de tout ceci, s'opère un système de vasoconstriction périphérique, donc pour alimenter l'érection pulmonaire, et qui va provoquer également une diurèse. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'on est dans l'eau, on a envie d'aller faire pipi. C'est lié à ce phénomène de réflexe d'immersion. Enfin, le réflexe d'immersion, c'est dans le cadre d'une chute accidentelle, c'est la mise en apnée pour éviter la noyade. Ça, c'est du réflexe. C'est les enfants qui en sont les maîtres. Et puis, il va se passer autre chose, c'est la bradycardie, la réduction du rythme cardiaque, réduction du rythme cardiaque pour maintenir un débit sanguin vers les organes centraux. Donc, c'est un phénomène qui se produit dès l'immersion, c'est-à-dire dès qu'une partie du corps est engagée dans l'eau, ça commence. Et puis, ce phénomène-là, il a une caractéristique, c'est qu'il a une décharge lente, c'est-à-dire que ce n'est pas le temps de la remontée qui est suffisant pour arriver à faire de sorte que l'érection pulmonaire disparaisse. Elle va subsister, persister un petit peu plus longtemps en surface. Et puis, par rapport à ce réflexe d'immersion, et puis en particulier avec la vasoconstriction périphérique, c'est ce qui va amener à la sensibilité au froid des extrémités. Et donc, c'est pour ça qu'on met des gants et qu'on les apprécie, surtout quand on plonge dans de l'eau à 3 degrés.
Voilà. Après, encore un petit peu d'anatomie, juste pour rappel également, ces verrous que l'on peut contrôler et sur lesquels on va devoir être vigilant. Alors, je replaçais ici la remontée sur expiration, mais j'ai bien entendu que ça ne se fait plus à la 2F. Voilà. Mais voilà. Donc, il y avait ces cordes vocales qu'on a appris à utiliser, ou on s'est rappelé à utiliser la fois dernière. La langue qui peut faire bouchon à la fois en frottant le long du palais, mais également en arrière-gauche et donc bloquer la montée de l'air vers la cavité nasale. Ce voile du palais qui n'est pas toujours évident à sentir et puis qui va nous embêter pour faire remonter l'air vers la cavité nasale et participer ainsi négativement à la compensation. Et puis le nez que l'on pince pour arriver à bloquer tout ça, quelque chose d'assez simple. Et puis, là encore une fois, comme l'autre fois, c'est rappeler un petit peu les accidents barotraumatiques liés à la pression. Donc là, on va s'intéresser plutôt à la partie pulmonaire. Et donc, juste en rappel, parce que ça ne serait pas correct de ne pas le faire, donc rappeler ce qu'est la surpression pulmonaire, les différentes formes, et là j'insisterai plutôt sur la question de l'air trapping anatomique, c'est-à-dire une alvéole qui se bloque, qui n'arrive pas à se libérer, puis ça peut provoquer un œdème pulmonaire aigu. La surpression pulmonaire, toujours les signes cliniques, et puis où est-ce que ça se situe? Plutôt dans les alvéoles, mais ça peut également se situer au niveau de la trachée, à cause de mouvements lors de la compensation notamment. Et puis, il y a ces accidents de désaturation aussi sur lesquels je n'insisterai pas, mais qu'il faut juste replacer ici dans le contexte par rapport à peut-être les effets bénéfiques de la maîtrise de la ventilation. Et puis, cet œdème aigu, là, vous avez à droite une radio qui montre sur la partie droite un poumon qui est tout blanc. Ça veut dire que ses aptitudes sont altérées. C'est rempli de liquide ou de sang. Ce liquide ou ce sang qui vient des capillaires qui entourent les alvéoles et qui, sous l'effet d'une compression, eh bien, la paroi alvéolaire va se déchirer, qui va favoriser donc du coup l'échappement de liquide, mais peut-être aussi de sang. Et c'est ça qui va provoquer après un œdème pulmonaire aigu. Il y a pas mal d'informations complémentaires dans le lien qui est indiqué là-dessous. Normalement, c'est des choses dont on parle. Et donc, je ne fais que resituer encore une fois tout cela. Et puis, il y a cette question. Alors, moi, j'aime bien faire la différence entre la ventilation et la respiration. Pour moi, la ventilation, c'est le processus mécanique et la respiration, ça serait le processus plutôt physico-chimique. Premièrement, au niveau des échanges alvéolaires, l'entrée d'oxygène et la sortie de CO2 en fonction du différentiel de pression partielle entre la partie sanguine et la partie aérienne. Et puis l'autre partie de la respiration, c'est tout ce qui concerne la consommation d'oxygène et la production de CO2 en lien avec la production d'énergie et donc du fonctionnement du corps. Donc là, on est sur des questions de physiologie, les échanges donc au niveau des alvéoles, la consommation d'O2, la production de CO2. Et puis tout ça, encore une fois, c'est juste resitué sans rentrer dans le détail. Il y a des références ailleurs. Et puis enfin, pour la partie anatomique, c'est ce grand système d'irrigation, le système sanguin, où ce que l'on va retenir ici, c'est que pendant l'immersion, du fait de la vasoconstriction périphérique, il va y avoir une priorité qui va être donnée aux organes centraux, le cœur et le cerveau en particulier, de manière à permettre un fonctionnement de l'organisme dans des conditions un petit peu difficiles. Et après, rappelez toujours cette problématique de la sensibilité au froid. Voilà, je passe. Et je crois que c'est la dernière de cette introduction. C'est rappeler également cette problématique de la syncope hypoxique avec cette diapo qui avait été présentée par le docteur Florent Bonnet, où là, on voit que plusieurs facteurs peuvent intervenir dessus, le stress, le diving réflexe, le blood shift, et puis à la remontée, l'hypoxie qui va provoquer un malaise. Ce malaise étant en fait une forme de protection de l'organisme, puisque quand on tombe dans les pommes, il n'y a plus de mouvement, donc on réduit la consommation d'oxygène,
et quelque part, ça contribue à la préservation de la vie, mais ceci a évidemment une certaine limite. Voilà. Donc maintenant, sauf si vous avez des questions sur ce qui a été des rappels très très rapides, eh bien on va passer au concret, à ce sur quoi vous attendiez peut-être des choses ou pas. Voilà. Et puis donc si je regarde, ok. Donc il n'y a pas de questions dans le chat. Si vous en avez une, je vous laisse faire. Donc pas de questions. Eh bien voilà. Alors on avance. Donc je considère que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était des rappels et donc plutôt des prérequis, hein, on est d'accord. Hein. Donc on va faire comme j'avais dit, on va faire un petit peu de théorie, mais on va surtout faire beaucoup de pratique aujourd'hui. Et on va commencer par ce deuxième exercice, c'est mesurer le nombre de cycles respiratoires. Donc dans une position confortable, vous allez mesurer combien de fois vous inspirez et vous expirez. Et puis ça pendant 30 secondes, et au bout de 30 secondes, vous multipliez par 2. Et puis après, ou vous le faites sur 1 minute, le temps que je fasse le sondage, et on va voir à peu près comment est-ce que ça se passe chez les uns et chez les autres. Voilà, je vous laisse faire. Je fais le sondage en parallèle. C'est juste pour avoir un ordre d'idée. Voilà, le temps de faire le sondage est plus long que le temps de l'exercice, finalement. Vous avez le sondage. Ouais. On voit que très majoritairement, même si on n'est pas arrivé au nombre total, très majoritairement, c'est entre 10 et 15. Voilà. Ça peut fluctuer, voilà, ça progresse un petit peu sur les moins de 10. Et donc, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Voilà, c'était juste pour arriver à situer les choses. Et puis, on va voir le travail bénéfique d'un certain nombre d'exercices, notamment pour les personnes qui sont à plus de 15. Vous allez voir ces bienfaits-là. Donc, ce que l'on pourrait faire ici, c'est faire l'exercice comme ça, sans précaution. Vous avez toujours votre sac sur lequel vous avez mis le premier repère. Vous allez prendre une inspiration, faire une expiration forcée et refaire une marque. Normalement, elle doit indiquer un volume beaucoup plus important d'air sur le sac. Voilà. Je vous laisse faire ça. Cet exercice-là, on ne le mènera pas au bout, hein, mais c'est pour montrer en fait la progression et les effets des techniques qui vont être mobilisées. Si ce n'est pas fini, je vous laisse terminer. Et puis, en même temps, je poursuis. Juste pour rappeler finalement cette réalité, il y a des normes, mais ces normes-là, c'est sur la fréquence respiratoire. Donc là, c'est emprunté au corps médical. Pour un adulte, c'est entre 12 et 20. Donc tous ceux qui sont entre 10 et un peu plus de 15, normalement, vous êtes dans la norme. Et puis, par contre, ceux qui sont en dessous, il y a ce qu'on commence à appeler une fréquence ralentie, une bradypnée. Voilà, c'est un mot que j'ai découvert, une bradypnée. Je ne connaissais pas ça. Et puis après, vous voyez qu'en fonction de l'âge, ce rythme ventilatoire est assez différent. De la même manière, en dessous, on fait référence à la fréquence cardiaque, entre 60 et 100 pour battements par minute pour un adulte. Et puis, ça peut tomber un peu encore plus bas pendant le sommeil. Je suis généralement en dessous de 50 la nuit.
voilà, en dormant. Et puis, il va y avoir effectivement des fluctuations importantes en fonction de l'effort et donc une adaptation de l'organisme. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est si le besoin d'oxygène augmente, alors la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire augmentent. Voilà. Il faut apporter de l'oxygène et donc du coup, il y a une circulation et une ventilation beaucoup plus importante. Et de la même manière, si la production de CO2 augmente, notamment dans le cadre d'un effort, eh bien alors la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire augmentent pour éliminer et amener tout ça vers les alvéoles. Ce qu'on va retenir également, c'est que l'azote n'agit pas sur la fréquence respiratoire ou sur la fréquence cardiaque. Voilà. Par contre, c'est un gaz qui va se stocker, ce qui va poser des problèmes de désaturation en plongée avec scaphandre. Problème qui ne se pose pas en apnée. Et après, ce qu'on va enfin retenir, c'est cette corrélation qu'il y a entre la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque. On pourrait faire un petit exercice, on fait des gestes assez brusques, et on va voir qu'en réponse à ces gestes brusques, la fréquence respiratoire va augmenter, et dans ce cas-là, ça s'accompagne d'une fréquence cardiaque. Et de la même manière, si on fait des gestes brusques, on prend la fréquence cardiaque et elle va augmenter, et donc du coup, la fréquence respiratoire va augmenter. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on peut contrôler la partie respiratoire, et donc éviter également un emballement de la fréquence cardiaque. Alors ça a un intérêt pour plusieurs raisons, et ça en apnée comme en bouteille. Alors, pour arriver à comprendre tout ça, on va d'abord revoir ce qu'est la régulation de la ventilation. Alors il faut savoir que la ventilation, c'est un fonctionnement qui est automatique. Alors je laisse en noir ce qui est le plus important à retenir, et en rouge évidemment ce qui est indispensable. Tout ce qui est en gris, on peut oublier. Voilà, il y a un centre, on se fout pas mal de comment ça marche, c'est très compliqué, et j'ai fait vraiment une version très très soft de tout cela. Il faut savoir qu'il y a une partie de ce centre de ventilation qui va contrôler les muscles intercostaux et le diaphragme dans le cadre de l'inspiration, ce qui va provoquer une augmentation de la pression pulmonaire. Voilà. Et puis, à un moment donné, la pression pulmonaire va être telle que finalement, on va enclencher les récepteurs d'étirement des poumons, et ça va jouer en négatif, c'est-à-dire que ça va réduire la tension au niveau des muscles intercostaux et du diaphragme. Mais si c'était si simple, ça serait trop simple, encore une fois. Alors du coup, il y a la partie physico-chimique qui rentre là-dedans et qui est liée à l'effort. En même temps qu'on fait un effort, il va y avoir augmentation du CO2 dans le sang, et donc du coup également ce qu'on appelle une acidose ou une acidification du sang. Et ça joue sur un certain nombre de récepteurs. Les noms, on peut les oublier, et surtout là où ils sont. Et après, mais par contre, retenir le principe. Et l'autre partie, c'est cet oxygène qui va diminuer, qui va jouer à un autre endroit, et à la fois l'acidose ou l'augmentation de la concentration en CO2 et la baisse de l'oxygène vont inviter à agir en positif sur le centre de ventilation, c'est-à-dire à accélérer le rythme respiratoire. Voilà. Pour rester simple. Et puis après, il y a toute une partie sur laquelle qui vont nous intéresser. Ça, c'est des choses qu'on a vues là. On ne peut pas jouer dessus. Hein. Ça fait partie de l'automatisme. Par contre, il y a une autre partie, c'est lié au stress, à la volonté, le stress qu'on englobe après, sur différents aspects, volonté, vue, audition, douleur, température. Et tout ça, par contre, ça va jouer plus ou moins en forçant ou en réduisant le rythme ventilatoire. Alors la volonté, tout d'abord, eh bien, c'est l'apnée volontaire. Je décide de ne plus ventiler. Eh bien, qu'est-ce qui se produit? J'agis sur le centre de ventilation et puis reçois un signal et dis arrête les muscles intercostaux, arrête le diaphragme, et puis ça continue comme ça. Alors ça va un moment, puisqu'après, à un moment donné, finalement, comme le CO2 va augmenter, puisque le O2 va diminuer, il va y avoir des signaux qui vont dire à l'organisme, c'est bon, arrête ton apnée, il est temps de reventiler, et ça va être les facteurs de rupture d'apnée. Voilà, ça c'est
une partie qui est liée au stress. La deuxième partie, la vue. Des fois, la vue, on voit quelque chose, on est surpris, et puis hop, soit on a le souffle coupé, soit ça fait un coup de souffle, hein, et puis il y a le rythme cardiaque, le rythme ventilatoire qui accélère ou qui se réduit. Des bruits aussi, ça peut être la même chose, peuvent nous interpeller. Et donc là, tout d'un coup, un grand souffle, et puis plus rien, le souffle est coupé, on a peur. Des odeurs aussi qui nous invitent pour nous protéger aussi, à arrêter de ventiler pour ne pas nous intoxiquer. Par exemple, c'est le cas des additifs qui sont dans le gaz de ville, par exemple. La douleur également, effectivement, ça va influer. On va avoir plutôt tendance à se crisper sous l'effet de la douleur et à moins ventiler. Et enfin, la température qui vont créer une sorte de stress, encore une fois, qui vont nous dire waouh, j'ai froid, j'ai plus envie, on réduit le rythme ventilatoire, ou j'ai trop chaud et là il va falloir augmenter. Voilà. Tout ce genre de choses, c'est en fait des éléments sur lesquels on peut avoir un contrôle. Et c'est uniquement sur cette partie-là qu'on va pouvoir avoir du contrôle. Alors, il manque quelque chose, le toucher aussi. Voilà. C'est peut-être sûrement en lien avec la douleur, voilà, mais c'est un toucher, hein, de manière générale. Et par exemple, quand vous nagez en maillot de bain dans la mer et qu'il y a quelque chose qui vient vous frôler, vous voyez bien ce qui se passe. Il y a le frisson, mais aussi, quelque part, vous êtes saisi, et la ventilation s'arrête. Voilà, ça participe de ces sensations-là qui influent sur le rythme ventilatoire. Encore une fois, je reste très, très simple. Et il y a beaucoup de ressources intéressantes à puiser sur Internet, encore une fois. J'avais repéré une extraordinaire émission sur Arte, La respiration et une mécanique savante. J'ai voulu remettre le lien. Malheureusement, cette émission n'est plus disponible. Peut-être qu'elle reviendra. En tout cas, c'était extraordinaire, cette émission-là. Donc, je le mets quand même au cas où elle reviendrait. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est essayer sur la partie que l'on peut contrôler, donc travailler sur cette régulation, augmentation ou réduction du rythme ventilatoire. Alors, pour faire cela, eh bien, on a vu le cycle ventilatoire, c'est une succession expiration, inspiration, expiration. Et là, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est travailler sur une expiration forcée, donc essayer d'aller renouveler un peu plus l'air. Donc, ce que je vais vous proposer, petit exercice, voilà, c'est rapide et assez simple, c'est sur une inspiration normale, vous allez bloquer l'air, vous allez relâcher le diaphragme, puis après débloquer l'air, c'est-à-dire lui permettre de s'échapper, donc exhaler, et puis après, vous allez contracter les abdos, vous penchez en avant, alors attention si vous avez une table devant vous, et puis après, vous allez bloquer et redresser le buste. Alors, on va reprendre ça avec une autre animation qui va être ici. Donc, on reprend cet exercice, et puis là, je replace une chose. Attention aux personnes qui ont des problèmes aux poumons, aux maladies Covid ou quelque chose comme ça, ou thoraciques, problèmes avec les côtes, etc. Attention à ça. Et puis, deuxième chose, risque possible, c'est celui d'un malaise, parce que renouvellement d'air. Et donc, du coup, il faut être assez vigilant. Donc, ne forcez pas trop. Et après, avec l'habitude, avec l'entraînement, on peut aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est position assise. Vous regardez bien devant vous. Et puis après, ce que vous allez faire, eh bien, c'est expirer en vous penchant. Voilà. Tout d'abord, une fois comme ça. C'est très simple. Et là, n'oubliez pas, du coup, de contracter les abdominaux pour essayer de pousser le plus possible. Et puis le fait de se pencher en avant va faire que ça va comprimer la partie abdominale et donc contribuer aussi à renforcer l'efficacité des abdominaux. Et en faisant cela, en fait, ce que l'on fait, c'est remonter le diaphragme vers le haut et participer à la compression des poumons et donc à l'évacuation de l'air. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est la même chose, mais là j'ai ajouté une petite vignette à droite, le 4'. C'est une fois qu'on a fait l'expiration forcée, on va se redresser. Et là, on va essayer d'analyser un petit peu toutes les sensations qui se passent au niveau de l'abdomen et de la cage thoracique. Voilà, donc vous repartez.
après une inspiration, expiration, vous forcez bien, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Une fois que vous êtes arrivé au bout, sans prise d'air, vous vous redressez et vous observez. Voilà. Alors, normalement, ce qui doit se passer, c'est, comme moi, j'ai moins de ventre, là, c'est vachement intéressant ce genre de posture, là, parce que je retrouve ma ligne. La deuxième chose, c'est cette sensation de vide, la dépression qu'il y a dans la cage thoracique, et puis le besoin de faire entrer de l'air. Et donc, une expiration forcée va finalement provoquer une inspiration naturelle sans effort. Et donc là, ce que l'on pourrait faire, mais je vous le laisserai faire un peu plus tard, c'est refaire cet exercice expiratoire dans votre sachet. Vous avez le premier volume, le volume courant, qui a été expiré. Le deuxième volume expiratoire sans technique particulière. Là, on force un peu plus ce volume expiratoire. Et donc, du coup, on peut arriver à déterminer cette évolution, l'effet bénéfique ou positif de cette expiration forcée. Peut-être que du coup, vous l'avez même fait pendant que j'expliquais ce qu'on n'allait pas faire. Donc, on continue. Et on va passer à l'inspiration abdominale. Si vous avez des questions, alors je n'ai pas vu le chat, pardon. Ah oui, bon, mais dans le chat, en fait, j'ai vu des nombres, c'était pour le sondage, donc certaines personnes n'avaient pas vu le sondage tout à l'heure. Excusez-moi, j'avais zappé le chat. L'inspiration abdominale. Donc, pourquoi abdominale? Parce qu'en fait, il y a trois types, plusieurs même. Il y en a 4, mais on va aujourd'hui en rester sur 3. L'inspiration abdominale, l'inspiration thoracique, claviculaire, et puis également par la gorge. La gorge, c'est beaucoup plus délicat, ça peut provoquer des lésions sur la trachée, et celle-là, on va essayer de l'éviter aujourd'hui. Donc, on va faire un petit sondage. Je l'écris en même temps. Votre inspiration, elle est plutôt abdominale, thoracique, ou claviculaire. Voilà. J'ai envoyé le sondage et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça confirme une tendance. La plupart des gens, et notamment les femmes, ont une tendance à avoir une inspiration thoracique. Et puis après, l'inspiration abdominale est plutôt travaillée, par exemple, dans des situations particulières, préparation à l'accouchement et accouchement. Je ne sais pas pourquoi, hein, et puis je ne sais pas si ça se vérifiera là. Apparemment non, ça ne se vérifie pas parce que la plupart des gens sont plutôt sur une inspiration abdominale. Et il m'est arrivé de rencontrer une personne qui avait un homme, du coup, qui avait une inspiration thoracique et qui avait énormément de mal à pratiquer l'inspiration abdominale. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça vaut le coup quand même de réinsister sur ce genre de choses. Et du coup, parce que toute la partie abdominale, c'est celle qui va être la plus efficace en réalité. On va mobiliser indifféremment abdominal et thoracique pour le volume courant, mais par contre, quand il va falloir amplifier la prise d'air, on va voir qu'il va falloir passer absolument par l'abdominal parce que c'est là où on va gagner le maximum. Alors, on est du coup finalement, ça contredit tout ce que je viens de dire. 79% des gens sont plutôt abdominales que thoraciques. Voilà, finalement, vous avez certainement une prédisposition pour les exercices qui vont suivre, et ça, c'est tant mieux. Voilà. Alors, là, on va faire cet exercice-là. Inspiration normale, blocage de l'air, abdos relâchés, diaphragme étiré, déblocage de l'air et abdos. Donc ça, c'est juste pour montrer qu'en jouant sur le diaphragme, donc en étirant le diaphragme vers le bas, ça crée une dépression et l'air se fait une entrée naturelle. Ça, c'est juste pour arriver à prendre conscience. Ce n'est pas souvent évident à faire passer comme message
parce que le diaphragme, c'est un muscle qui est extrêmement important, extrêmement étendu, et qu'on on n'a pas forcément de facilité à percevoir dans le fonctionnement de l'organisme. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est quelque chose qui se situe à peu près en dessous des côtes, et on peut ressentir comme une espèce de roulement sous les côtes, et ça serait l'abaissement du diaphragme vers le bas, et qui provoque du coup la dépression et l'entrée d'air. Et ça, c'est pas toujours évident à faire passer. Voilà. Et puis après, ce qu'on va faire comme exercice finalement, c'est non seulement on va jouer sur le relâchement du diaphragme, mais en plus de ça, au moment où on va débloquer l'air, on va procéder à, grâce à l'effort qui va être fourni par les abdominaux, à une inspiration très 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 forcée, le maximum, le maximum, le maximum. Voilà. Donc, hop. Je regarde ce qu'il y avait. Voilà. Je vous laisse faire cet exercice-là. Pour la plupart, c'est quelque chose qui est naturel. Pour les quelques personnes qui avaient plutôt une ventilation thoracique, si vous avez des difficultés à percevoir ou à effectuer, n'hésitez pas à me solliciter. On va discuter. Il y a une question qui arrive. Ah, le documentaire est toujours dispo. Ah, ben, l'autre fois, je ne l'avais pas retrouvé. Regardez-le, ce truc-là. C'est vraiment extraordinaire, ça. Merci, Stéphane. Voilà, donc, prise de conscience de l'inspiration abdominale. Et du coup, ce que l'on peut faire après, c'est adopter une pratique fragmentée. C'est-à-dire, quand on pense avoir pris tout l'air, on relâche les abdos et on recommence un cycle d'inspiration 3 fois. Donc du coup, d'abord on expire, puis après on relâche tout, on étire le diaphragme vers le bas, on inspire. Voilà, j'ai fait du bruit explicitement pour arriver à montrer tout cela. Et une fois qu'on a ça, on peut expirer 3 fois. On peut expirer, pardon. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on va mobiliser dans un cycle les abdos et on va aller emprisonner encore plus d'air que ce que l'on aurait fait en une seule fois. Je vous laisse vérifier. C'est des exercices très simples, hein, donc il ne faut pas chercher trop loin non plus en termes de résultats. Voilà. Si ça va, on continue. Du coup, attention toujours à ces problèmes-là. Ce que l'on va faire, c'est enchaîner l'expiration forcée et l'inspiration abdominale. Alors, je fais la démonstration là avec les petites figures. Toujours la position assise, les poumons bien remplis. On va d'abord expirer. Et puis après, ce que l'on va faire, c'est jouer sur les abdominaux pour faire entrer l'air et permettre finalement accompagner le mouvement de redressement. Donc, c'est le gonflement à la fois des abdominaux, de l'abdomen et de la cage thoracique qui va contribuer au redressement. Et ce n'est que quand on a retrouvé la position droite assise que l'on va finir les 2 dernières prises d'air, inspiration abdominale forcée. Donc on peut le faire d'abord sur une simple inspiration et après on peut le faire également en fractionné avec les 3. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas de souci avec l'inspiration abdominale, vous pouvez peut-être passer directement sur l'exercice 8. Donc vous enchaînez ça et puis vous procédez à une inspiration en 3 fois sans expiration entre chacun. Et à la fin, quelles que soient les techniques, vous allez vous concentrer sur les sensations que vous avez en 8. Voilà. Donc une fois que vous avez pris cette prise d'air, que vous avez bloqué, qu'est-ce qui se passe ? Plutôt simple, encore une fois, comme exercice. Alors, en 8, je ne sais pas si vous partagez l'analyse, mais une fois qu'on a tout pris, on a l'impression que
wow, le ventre, il va exploser, il va sortir, et puis la cage thoracique, elle est hyper tendue, et on se sent assez oppressé. Voilà. C'est là où il faut faire attention avec le malaise. Pourquoi? Parce que quand on remplit bien les poumons, à un moment donné, toute cette air qui va être emprisonnée va avoir une influence sur le cœur. Le cœur va être un petit peu comprimé et donc ne va plus avoir cette facilité à faire son travail. Et à un moment donné, à force de pratiquer ce genre de choses, à force d'augmenter la pression thoracique, eh bien, il va se passer une chose, c'est qu'on peut arriver à presque arrêter le cœur. Donc il faut faire très attention sur ce genre d'exercice. Mais quand on reste dans un effort, c'est pas facile comme exercice, me dit Laure. Voilà. On sent bien aussi le petit déjeuner, dit Pierre-Jean. Ouais, c'est pas facile. Alors, je sais pas, Laure, tu pourras peut-être prendre la parole pour expliquer un peu plus. Si c'est au niveau des tensions qui sont relevées, effectivement, et c'est ça un axe de travail important, c'est faire de sorte que toutes ces tensions, à la fois abdominales et thoraciques, arrivent à se dissiper le plus vite. Alors, Laure, si tu veux intervenir ou préciser, ou si je suis dans le bon sens, tu nous fais signe. Oui, ce qui est difficile, c'est que les muscles du dos travaillent et j'arrive pas à me concentrer sur les sensations de la respiration. D'accord. Peut-être qu'il faut le faire allonger en binôme avec quelqu'un qui appuie les genoux sur la cage thoracique quand on souffle. Alors, du coup, ce que tu dis là, tu as une sensation dans le dos. Ça veut dire que tu as mobilisé énormément le dos pour arriver à soit te redresser, soit tu as immobilisé cette autre partie des muscles respiratoires qui sont les muscles pectoraux, etc., et qui ont étiré la cage vers l'arrière. Mais c'est parce que tu as fait peut-être davantage une inspiration thoracique. Est-ce que tu peux préciser, Laure? Oui, puis autre chose, je suis mal assise aussi, donc j'ai pas trop pied sur ma chaise, donc je suis crispée les jambes. Enfin, je pense qu'il y a. Mais je pense aussi que, comme tu dis, j'ai dû faire je dis très crispée et j'ai dû faire une inspiration thoracique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire là immédiatement, du coup, c'est très bien, Laure, merci, c'est faire tout ce travail de relâchement qui est nécessaire et qui est nécessaire pour arriver à avoir non seulement une prise d'air ample, mais qu'elle soit également confortable. Voilà. Donc, du coup, on peut reprendre cette position 1 au départ, où on est en ventilation normale. Marielle dit qu'elle a une sensation de vertige dans la tête. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut arriver vers un syndrome hyperoxique. Et ça fait partie aussi de ces malaises. Un peu trop d'oxygène peut également participer à la formation de malaise. Il y a l'effet d'oppression sur le cœur et l'hyperoxie aussi. Voilà. Merci Marielle de ça. Et donc du coup, c'est des exercices qu'il faut faire progressivement. Il ne faut pas tout essayer d'aller au maximum. Et petit à petit, on adapte, on progresse et on arrive à voilà. C'est là où il y a beaucoup de précautions à prendre sur ce genre d'exercice pour éviter de se faire mal. Et puis surtout, si on se fait mal, à un moment donné, ben, on se dit, ça ne m'apporte rien, me faire mal pour me faire mal, c'est pas terrible. Et Marielle, qui est dans le domaine médical, là, elle pourrait dire qu'effectivement, il faut aller vers tout ça. Donc, on va recommencer sur le 1. Et donc, d'abord, quelle posture on a? Alors, j'ai entendu, je suis accroupi sur mon tabouret, effectivement, ça, c'est pas terrible. L'idée, ça serait peut-être d'être juste au bord du tabouret et puis d'avoir les jambes vers le bas, mais qu'elles soient croisées ou pas, ça n'a pas d'importance, mais plutôt les genoux vers le bas. Là, on serait plutôt dans la position en 1. Je ne sais pas si vous en rappelez, le film Le Grand Bleu, où ils sont au bord de l'eau juste avant de s'attaquer à la gueuse lourde et avant de s'immerger. C'est un peu ce genre de situation qu'on peut prendre en parallèle. Donc là, vous êtes sur votre tabouret. Les jambes plutôt vers le bas et relâchées. Et ce que vous allez faire d'abord, c'est un étirement vers le haut. Alors, un étirement vers le haut qui va permettre de positionner, là, vous voyez le petit trait bleu, qui signifie en fait qu'il faut avoir une position verticale, mais au départ, il faut être également relâché. Et ce qui est paradoxal, c'est pour arriver à se relâcher, il faut d'abord se contracter pour ensuite relâcher. Alors, une kiné, vous le direz, un ou une kiné, vous le direz beaucoup mieux que moi. Et donc, pour arriver à faire cet exercice plus confortablement, dans le 1,
Vous allez mettre les bras au-dessus de la tête, donc plus ou moins joints en fonction de votre souplesse d'épaule. Vous allez étirer un maximum vers le haut pour essayer de toucher le plafond. Là, on imagine ça, et puis essayer en même temps de toucher le plafond. Vous allez étirer, essayer de relever la tête un maximum vers le haut. Et une fois que vous êtes arrivé, vous forcez, vous forcez, vous forcez. Enfin, ça va vous faire mal encore une fois. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites juste que relâcher les bras et la nuque, etc. Et le corps se pose dans un alignement parfait, ou quasi parfait. Et donc, c'est là où on va avoir le dos qui va être très droit, très aligné. La nuque et le dos vont être alignés. On part dans une position qui est confortable. Alors, Laure, essaye de faire ça et puis tu me dis si ça marche ou pas. Alors, toutes les personnes qui ont problème de dos, problèmes cervicaux, problèmes d'épaule, problèmes cage thoracique, etc., doucement, doucement, ne forcez pas surtout. Hein. Voilà. Donc, travail sur l'alignement, c'est bon, Laure? Oui, elle m'a dit oui, pardon, elle a répondu dans le chat. OK. Donc, on va reprendre donc, cet exercice qui est finalement simple, mais pour lequel il y a des phénomènes posturaux qui vont être importants, en reprenant la position de départ, alignement, étirement vers le haut, le dos droit. On revient sur une ventilation normale. On est toujours sur le. Et quand vous êtes prêt, que les tensions s'affaissent, que les épaules retombent et que le dos reste bien aligné, tout ça, là, juste en vous penchant, en gardant l'alignement de dos, donc on verrouille un petit peu la colonne vertébrale, on se penche, en même temps qu'on se penche, ça comprime l'abdomen. L'abdomen va participer à l'expiration et ensuite on mobilise les abdominaux pour arriver à faire l'expiration forcée. Et quand vous êtes arrivé au bout, c'est-à-dire à la fin du 4, une petite seconde d'attente et puis on repart. Vous gonflez d'abord les abdos en évitant de forcer davantage que ce qui était nécessaire pour maintenir la posture. Vous contractez les abdos. Vous commencez à vous redresser et puis par petite séquence, voilà. Donc au lieu de le fractionner en 3 fois, on peut le fractionner en petites séquences d'inspiration qui vont être peut-être plus confortables dans le geste. Il n'empêche qu'à la fin, quand on arrive au 8, qu'on a bien rempli, eh bien là, la cage thoracique est pleine, les abdominaux sont contractés, là, il y a une forte tension sur les côtes. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on relâche les abdominaux, c'est-à-dire on laisse tomber le ventre, et toute la tension qui était dans la cage thoracique du fait de l'hyperpression qui avait été générée va se réduire, va se détendre. Voilà. Laure, j'espère qu'avec ces explications complémentaires, l'exercice se passe dans de meilleures conditions. Oui, merci, dit-elle. J'espère que ce n'est pas juste pour me faire plaisir, mais parce que c'est un exercice qui fait du bien aussi à la tête parce que ça détend et donc c'est dommage d'appréhender cet exercice-là et en se disant oh, c'est dur, non. Voilà. Ça fait du bien tout ça. On va voir un peu plus tard comment on peut le manipuler encore une fois. Ok. Donc finalement, un exercice d'inspiration abdominale qui est conjugué avec une expiration qui peut produire effectivement, comme le disait Marielle, une sensation de vertige parce qu'on n'est pas habitué à mobiliser des mouvements d'air comme ça et qu'à un moment donné peut se produire un phénomène d'hyperoxie, une augmentation du taux d'oxygène dans le sang qui fait que voilà, ce phénomène hyperoxique se dissipe très très vite, mais ça peut provoquer effectivement des vertiges. Voilà. Ok. Merci pour cet exercice. On va passer à la suite. L'inspiration thoracique, donc peut-être que du coup, la plupart des gens vont avoir du mal à le faire. Moi, il faut vraiment que je me force pour arriver à faire une inspiration thoracique, tellement l'inspiration abdominale est naturelle. Donc là, toujours pareil, attention, bronchopathie, malaise, problème de dos, problème d'épaule, etc. Faites attention, allez-y en souplesse. Tous les exercices qui sont proposés là, c'est pas pour se faire mal, c'est pour se faire du bien en améliorant la performance ventilatoire, mais également en contribuant à la décontraction.
Donc cet exercice 9, comment il se passe? Eh bien, on va prendre une inspiration normale, on va bloquer l'air, on va jouer sur les abdos en les relâchant. Ce qu'on va faire, c'est étirer la cage thoracique. Alors, j'ai mis les bras en croix, mais c'est juste renvoyer les épaules en arrière, c'est suffisant. Et puis, on va débloquer. Et juste ce mouvement-là, alors qu'on a fait une inspiration normale, on va voir qu'il y a de l'air qui rentre tout seul. Et donc, c'est le mouvement thoracique, l'ouverture de la cage thoracique qui va faire que finalement, sous un effet mécanique, on va augmenter encore un petit peu la prise d'air. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, puisqu'au naturel, ce n'est pas ce que l'on fait. Mais dans certaines situations, et notamment en apnée, et en préparation de l'apnée, c'est quelque chose qui va être intéressant de faire. Alors, je vous laisse vérifier si, une fois que vous avez pris une inspiration normale, que vous avez tout relâché, juste le fait d'étirer la cage thoracique suscite une entrée d'air ou pas. Voilà. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a une entrée d'air ou pas? Et puis, on va faire cet exercice-là. Mais maintenant, là, vous voyez la petite vignette qui vient de s'incruster, où on ne va pas faire juste une entrée d'air naturelle, mais on va la forcer. Donc, on va faire travailler le diaphragme pour, après une inspiration normale, augmenter l'amplitude inspiratoire. Thoracique ce coup-ci, en ouvrant la cage thoracique. Attention à ceux qui ont problème de dos, problème d'épaule, problème de cage thoracique, doucement, voire pas du tout. Hein. Et donc, en faisant ça, vous essayez de voir en 3, 4, 5, 6 fois, essayez de voir si finalement, vous arrivez encore à prendre un peu plus d'air. Et toujours en souplesse, sans forcer, sans se faire mal. Alors, normalement, quand on fait ça, les sensations de vertige doivent être moindres parce qu'on joue sur des volumes pulmonaires beaucoup plus réduits. Et donc, du coup, l'hyperaroxie va être beaucoup plus limitée. Par contre, quand on joue sur l'abdomen, là, on va voir, on joue sur un volume extrêmement important qui peut être de 1 litre à 2 litres, voire même plus. Et donc, du coup, ça, effectivement, ça va avoir une influence extrêmement importante. Donc, en faisant ça, en fait, quand on va mettre en place l'ensemble de l'inspiration, du système inspiratoire, eh bien, on va voir que on va pouvoir augmenter de 1 ou plusieurs litres la capacité ventilatoire. Voilà. Maintenant, l'inspiration claviculaire. Alors, les clavicules, dis donc, ça, on ne s'y attendait pas. Comment est-ce qu'on va pouvoir respirer avec les clavicules? C'est des os. Alors, toujours pareil, précaution, attention au risque par rapport aux bronchopathies. Ce genre d'exercice, je ne sais pas si c'est utilisé en kiné respiratoire, mais en tout cas, j'imagine que ça doit susciter pas mal de chamboulements à l'intérieur des alvéoles, etc. Et puis peut-être faire détacher des mucosités et puis susciter quelques toux pour expectorer tout ça. Et là, sur les claviculaires, le malaise, on va rester en soft, il n'y a pas trop de risques. Vous allez voir qu'on joue sur vraiment du très très petit volume. Donc l'exercice, c'est un peu comme tout à l'heure. On va partir d'une inspiration normale, on va bloquer l'air. Donc on va jouer sur le relâchement des abdos et du thorax. Et on va juste relever les épaules. Alors j'ai mis les bras en haut ce coup-ci. Mais juste relever les épaules, c'est soulever les clavicules. En fait, c'est ça l'inspiration claviculaire. Et on va augmenter encore une fois la capacité thoracique juste en relevant les épaules, en relevant les clavicules et en libérant de l'espace vers le haut, qui va faire que finalement, on va étirer encore un petit peu les poumons vers en haut. Jusqu'à présent, on avait tiré plutôt les poumons vers le bas avec l'abdominal, puis après, en transversal avec la thoracique, et là, on va plutôt étirer vers le haut avec la claviculaire. Et normalement, quand on a fait ça, on doit sentir, ah ouais, l'air, il rentrait quand même. Je ne pensais pas que ça pouvait rentrer, mais oui, il y avait encore de la place, donc ça libérait de la place. Donc on le vérifie, est-ce qu'il y a une entrée d'air, oui ou non. Et donc, en principe, il devrait y avoir une entrée d'air. Donc, comme quoi, on peut arriver encore à mobiliser un volume plus important pour augmenter tout ça. De la même manière que tout à l'heure et les autres exercices, eh bien, on peut faire ce cycle-là, alors, avec trois inspirations.
3, 4, 5, c'est pas grave, le nombre, l'idée, c'est pas forcément de faire tout d'un coup et très violemment, mais faire progressivement et essayer d'aller chercher l'optimum. Voilà. Donc là, je vous laisse faire. Sur cette inspiration claviculaire, inspiration normale, abdos et diaphragme relâchés, vous soulevez les épaules une fois, vous inspirez, vous bloquez, vous relevez les épaules, vous bloquez, vous inspirez, vous relâchez. Voilà, petit à petit, ça se remplit, ça se remplit. Alors, comme tout à l'heure, et merci Laure de l'intervention, vous voyez qu'à chaque fois, il y a abdos, diaphragme, thorax, épaules relâchées. Chaque fois. Et ça, c'est vraiment indispensable dans ces exercices-là. Autrement, on cumule une tension. En même temps qu'on cumule la tension, l'efficacité de la deuxième prise d'air est moindre. Et en plus de ça, l'inconfort augmente énormément. Et à un moment donné, ça devient un exercice qui est passablement décevant parce que c'est pas du tout agréable. Et donc, du coup, à la fois pour la performance et puis pour apprécier le geste, pensez toujours à ce relâchement des principales parties qui interviennent dans l'inspiration, mais également pensez aussi aux phénomènes posturaux et donc soyez plutôt à l'aise, comme on a fait tout à l'heure, assis plutôt près du bord du tabouret, les jambes vers le bas, le dos bien étiré et la nuque en alignement avec le dos. Et donc ça, normalement, on doit arriver à quelque chose de plus confortable, de progressif. Et surtout, encore une fois, arrêtez-vous dès que vous sentez que ça ne va pas très fort. Voilà. Alors, on a vu abdominal, thoracique, claviculaire. Et bien maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est mixer tout, c'est-à-dire essayer de développer la ventilation complète, à la fois sur une expiration forcée, puis après sur les différentes méthodes d'inspiration. Alors, ce que l'on va faire, c'est expiration forcée, puis ensuite inspiration abdominale, puis thoracique, puis claviculaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on joue sur les volumes les plus faciles à mobiliser. Donc, l'expiration en se basculant en avant et on se redresse sur une inspiration abdominale, on va récupérer le maximum de volume en 1, 2, 3 ou 4 inspirations sans expiration. Et ensuite, on va enchaîner sans expirer une inspiration thoracique ou deux. Ça dépendra de ce que vous avez rempli et puis de la sensation. L'idée, c'est qu'au premier coup, c'est de le faire une fois. Et peut-être qu'avec l'habitude, la répétition de ce genre d'exercice, vous arriverez à le faire une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Et puis après, thoracique, une fois, deux fois, trois fois. Et puis ensuite, claviculaire, une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, toujours les mêmes précautions, hein, je ne les rappelle pas ici. C'est un exercice qui pourrait se faire assis. Je pense que Laure, c'est à ça que tu pensais. Dos à dos, au bord d'une piscine, par exemple, juste avant d'aller se mettre à l'eau. Après, on a plutôt froid. Hein. On peut faire cet exercice-là. On profite également du rythme du binôme. On ressent les choses, on se synchronise avec l'autre personne et on accompagne un petit peu, on s'accompagne mutuellement dans l'exercice. Alors, on va le faire, inspiration normale. Donc, du coup, vous allez faire d'abord une expiration forcée, comme on a vu, en ayant bien en tête toutes les précautions sur les postures, donc l'alignement du dos, le relâchement du dos, et puis l'alignement de la nuque sur la colonne vertébrale, et puis le relâchement de la nuque et des épaules. Et là, vous allez faire 3 inspirations abdominales, c'est-à-dire vous allez vous redresser, comme on a fait tout à l'heure, sur 3 ou 4, le nombre n'est pas important, hein, mais en tout cas, c'est en faisant plusieurs fois, c'est-à-dire en essayant d'aller chercher le maximum d'amplitude sur l'inspiration abdominale, puis après vous allez bloquer l'air, vous allez sans expirer passer sur une inspiration thoracique. Le nombre de fois, encore une fois, n'a pas d'importance. Le tout, c'est de mesurer qu'en fait, on augmente sa capacité ventilatoire. Puis après, vous allez tout relâcher, vous allez repasser sur l'inspiration claviculaire, tout bloquer, tout relâcher. Une fois que vous avez fait ça,
vous pouvez revenir au pot, expirer. Et donc, ce que vous allez essayer de voir, c'est l'augmentation de la capacité pulmonaire. Je vous laisse faire. En même temps, je vais le faire avec du bruitage. Thoracique, claviculaire. Je relâche et j'expire. Et je reviens à une ventilation normale. Alors là, ça doit commencer à chatouiller. Hein. Et c'est pour ça que quand on dit chatouiller, là, il faut absolument penser à tous les phénomènes de relâchement qui vont permettre de regagner en confort sur la cage thoracique, sur le diaphragme qu'on commence à bien sentir, parce que là, il a été passablement sollicité, sur les abdos qui sont peut-être contractés, tout ça, on relâche juste avant l'expiration. Et en faisant ça, on se rend compte qu'on a capté l'air, petit à petit, les tensions se dissipent, on regagne en confort, on a augmenté la capacité pulmonaire, et finalement, si on devait partir en apnée, on se dirait, ah ouais, là quand même, par rapport à d'habitude, je pense que ça va le faire parce que je me sens plus en sécurité, plus en confiance pour arriver à faire l'exercice. C'est sûr que ce genre d'exercice en bouteille, c'est pas forcément très très utile. Mais par contre, quand on arrive à gagner sur toutes les phases de relâchement, c'est un exercice qui au quotidien peut contribuer à un bon état général, un bon état physique général et moral. On reviendra là-dessus. Alors c'est plutôt spécifique apnée effectivement, mais bon, ça peut contribuer. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ce que vous pourriez refaire, c'est reprendre votre sachet, refaire ce cycle complet et voir finalement au terme des inspirations, je dis plus de chiffres, des inspirations abdominales, puis des inspirations thoraciques, puis des inspirations claviculaires. Toujours penser à le confort, le relâchement, etc. Et hop, vous faites une expiration forcée pour voir quel est le volume d'air. Alors là, attention, Marielle, les risques de vertige, là, ils risquent d'arriver très, très fortement. Et il faut y aller encore une fois très, très, très progressivement. Donc, ne forcez pas plus qu'il ne faut. Essayez de vous approprier l'exercice, essayez d'en mesurer l'intérêt et les bénéfices. Et puis après, avec l'entraînement, vous pourrez augmenter progressivement cette capacité pulmonaire. Alors, pour illustrer l'augmentation de cette capacité pulmonaire, on a vu tout à l'heure que, Stéphane, difficile de distinguer si on fait inspiration thoracique ou claviculaire. Thoracique, c'est épaule en arrière, claviculaire, épaule vers le haut. Voilà. La gestuelle est différente. OK, ça marche. Pour illustrer ça, j'ai une référence, c'est Stéphane Missud, donc un ancien champion du monde d'apnée. On a vu tout à l'heure le volume pulmonaire est de l'ordre de 6 litres. Eh bien, lui, il arrive à passer les 10 à 11 litres. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. Il a travaillé énormément et donc il a contribué aussi à détendre la cage thoracique. Ce n'est pas permis à tout le monde, mais à un moment donné, on a un niveau de pratique qui est professionnel et dans ce cas-là, il y a des efforts que l'on est prêt à consentir et donc du coup, imaginez bien pourquoi il est passé de 10 à 11 litres de capacité pulmonaire et c'est certainement ce qui lui a permis d'effectuer les différentes performances qui lui ont valu des titres de champion du monde. Alors, question, hyperventilation. Quand on fait l'hyperventilation, vous vous souvenez le japonais dans le Grand Bleu, hein, et puis après, pim, 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 la sirène elle sonne, il est tombé de l'époque juste avant. Ça rejoint un petit peu la sensation de vertige que soulignait Marielle avec ce phénomène hyperoxique.
Là, on n'est pas finalement sur une augmentation de la fréquence de cycle ventilatoire. Et donc, on est plus sur l'augmentation de l'amplitude du volume. L'hyperventilation, c'est plutôt lié à une provocation d'une différence de pression partielle en oxygène. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. Il faut pas. Parce qu'après, ça peut revenir sur la syncope hypoxique. Voilà. Mais j'y viens. L'hyperventilation, du coup, on va jouer sur les pressions partielles en oxygène qu'il y a dans l'air et dans le sang. Vous savez qu'il y a un équilibre qui s'établit. On s'en fout pas mal des valeurs, mais globalement, ça s'équilibre par rapport à la constante qui est la concentration en oxygène dans l'air et dans le sang. Et donc, du coup, quand on va faire l'hyperventilation, hein, le petit chien, on va provoquer finalement un abaissement du niveau de CO2 dans les poumons. Et du coup, on va avoir tendance à provoquer une fuite excessive de CO2 du sang vers l'air. Voilà. Donc, ce transfert-là va provoquer une défaillance des systèmes d'alerte sur la rupture d'apnée, donc du coup, des syncopes hypoxiques. Voilà. Je ne rentre pas dans ce détail-là, ça vaudrait un cours en soi. Hein. Par contre, je pense vous rassurer en vous disant que là, on n'est pas sur ce genre de phénomène-là. On est sur juste une augmentation d'amplitude et donc de volume d'air. Voilà. Et c'est quelque chose qui est tout à fait admissible. Voilà. Alors après, une précaution qu'il faut prendre en considération, c'est l'OAP, l'œdème aigu pulmonaire de surface. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, qu'on parte en apnée ou en bouteille, hein, on va voir que sous l'effet si on se remémore le problème de la pression hydrostatique et puis de la compression mécanique qui va s'exercer, on risque un œdème pulmonaire de surface. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on part, les poumons ils sont pleins, on fait une bascule avant. Si tout est contracté, si les abdos, si la cage thoracique, tout est contracté, va s'ajouter la compression liée à la posture, fléchie comme ça, qui va augmenter encore la pression intrapulmonaire et être susceptible d'être à l'origine d'un œdème pulmonaire de surface. Voilà. Donc, il faut être extrêmement vigilant, que ce soit en apnée, surtout en apnée parce qu'on a bien pris de l'air, mais également en bouteille. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on fait ce genre de technique d'immersion, eh bien, il va y avoir la différence de pression ambiante qui va faire que on va également jouer sur les volumes pulmonaires et ça peut donc intervenir également en plongée avec scaphandre. Mais encore une fois, je ne suis pas formateur plongée scaphandre et donc s'il y a des gens qui veulent intervenir à ce sujet, n'hésitez pas. Je le rappelle, il y a un risque et donc du coup, la méthode c'est relâcher un maximum pour éviter, limiter la compression mécanique. Alors, on arrive près de la fin, il va falloir que j'accélère un petit peu. Et pour vous tenir le délai, en espérant ne vous avoir pas fait perdre trop de temps. L'application d'apnée, tout ce qu'on a vu sur la prise d'air et l'augmentation du volume pulmonaire va être applicable en apnée statique, dynamique et verticale. Voilà, parce qu'à un moment donné, plus on a d'air, a priori, plus on va augmenter l'autonomie. Alors, se pose la question de la prise d'air debout, voilà, surtout en statique ou au départ d'une apnée dynamique. Debout versus couché ou je ne sais pas, ou assis, etc. Donc, la question est de savoir quelle est la position la plus confortable pour à la fois jouer sur l'inspiration abdominale, puis thoracique, puis claviculaire. Et puis se pose également la question au moment de la poussée, et j'ajoute tout de suite du virage, où là on va encore provoquer des compressions mécaniques qui risquent d'avoir des effets sur des poumons qui sont très gonflés, avec une grosse charge, un gros volume d'air, et qui sont encore une fois extrêmement fragilisés
sous les effets mécaniques de la gestuelle. Alors, je vais assez vite, mais du coup, il faut faire attention sur la manière de s'immerger à la fois, et puis la posture que l'on a avant de jouer avec les jambes pour la pousser contre le mur en apnée dynamique ou au moment du virage. Voilà. Ensuite, l'application de cette technique des 3 volumes, on peut la faire ici en apnée verticale. Et donc là, je vous ai fabriqué quelques illustrations où on va d'abord procéder de 1 à 3 à une expiration forcée, puis de 4 à 6 à une inspiration forcée, une inspiration sur 3 cycles. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un retournement de la personne, et puis après, c'est l'immersion, c'est le canard. Donc, ce que l'on peut proposer tout d'abord, c'est pour arriver à maintenir une posture, c'est avoir des appuis, une frite ou quelque chose comme ça, qui vont contribuer à la flottabilité, notamment au moment où on va avoir expiré à fond, en position 3, où on risque de couler, et donc du coup d'avoir les voies aériennes supérieures qui s'immergent, et donc au bord de la tasse, etc. On peut s'aider de ce genre de choses, des appuis, donc les frites par exemple. Et puis, l'introduction, encore une fois, de ce temps de relâchement entre, ici, ce que l'on voit, le 8 et le 9, au moment où on va s'apprêter à faire le canard, de manière à éviter l'OAP de surface et surtout aussi pour arriver à partir avec un sentiment de confort et pas un sentiment d'oppression, ce qui est extrêmement important. Et puis, 1 à 9, tout ça, on peut se demander également si ça ne peut pas être utile dans le cadre d'une préparation à l'apnée statique, préparation sur le dos, retournement, et après on se met en position non plus tête en bas, mais peut-être bras ballants, jambes ballantes après le retournement. Voilà, ça parlera peut-être davantage aux apnistes qu'aux bouteilleux. Alors, au bout du compte, c'est en apnée verticale, quel va être le bénéfice de ce travail ventilatoire? Quand on part avec un volume des ventilations normales, on est sur un registre de volume pulmonaire de l'ordre de 6 litres. Et on a vu qu'on arrivait à un volume résiduel de 1,5 litre à 30 mètres de profondeur. Si on procède à cette augmentation du volume pulmonaire et qu'on augmente par exemple à 7,5 litres, ce qui est assez facile à atteindre, et bien dans ce cas-là, on voit qu'on atteint le volume résiduel non plus à 30 mètres, mais à 40 mètres, ce qui nous laisse quand même pas mal de marge de sécurité et pas mal de marge de progression, quel que soit le type de compensation. Voilà. Sachant qu'avec la compensation type Vasalva, de toute manière, on va toujours rester limité à peu près dans la zone des 20 à 30 mètres. Et puis, il y a un exercice qui répond à la petite anecdote que j'avais racontée tout à l'heure au début. C'était ce problème du top départ dans 4 minutes. Et donc, il y a des exercices qui permettent de mettre en place un protocole de départ sur 2 minutes, donc un temps extrêmement réduit. Alors, ce qui facilite aussi d'éviter la prise de tête pour ceux qui cogitent beaucoup. J'en fais partie, et donc du coup, moi, il me faut pas trop me concentrer longtemps, parce qu'autrement, ça m'embête, quoi. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est ça, expiration suivie de 3 cycles ventilatoires avec inspiration ample, puis retour à une ventilation normale, puis après 1 minute, on réduit à 2 cycles ventilatoires avec inspiration ample, puis à 1 minute 30, on réduit à 1 cycle ventilatoire avec inspiration ample, et puis après, il faut se concentrer sur la dernière prise d'air avec une expiration forcée, une inspiration complète en mobilisant au mieux les 3 compartiments abdominal, thoracique et claviculaire. Encore une fois, ça a un impact psychologique de la prise d'air. J'ai pris l'air qu'il me fallait, je me sens plus apte à faire l'exercice, je suis plus détendu, parce que j'ai mobilisé toute la technique de relâchement, et finalement l'exercice va mieux se passer que si j'avais moins d'air, si j'étais parti tout tendu. Et donc du coup, ça fait le lien avec le relâchement, sujet que l'on traitera dans le prochain webinaire.
Et puis, encore une fois, non, ce n'est pas de l'hyperventilation, ce n'est qu'un travail de relâchement. Et pourquoi il n'y a pas d'hyperventilation? Parce qu'à chaque moment, même s'il y a des amplitudes, des inspirations amples, elles sont toujours interrompues, séparées par des remises en cycle normal ventilatoire, ventilation normale. Donc, du coup, tous les bénéfices hyperoxiques disparaissent à ce moment-là. De bénéfices ou inconvénients de l'hyperoxie disparaissent à ce moment-là. Voilà. Alors, un petit truc très rapide sur l'équipement facial. Et donc, voilà ce problème qu'on a évoqué là-bas, le confort, la visibilité, on en a déjà parlé la fois dernière. Ce que l'on va ajouter ici, c'est tout ce qui est lié à la protection et notamment à la combinaison. Combinaisons dont l'ajustement et le confort vont influer sur la facilité ou la difficulté de prise d'air, donc bien choisir son matériel. Pour les bouteilleux, il va falloir adapter votre volume du bloc et plus vous améliorerez, plus vous réduirez votre consommation d'air et peut-être plus vous pourrez voyager léger. Et puis cette histoire de lestage qui est à la fois une question de technologie, baudrier ou ceinture. Et parmi les ceintures, une chose sur laquelle je vais revenir juste ici très rapidement, c'est la différence entre celle qui est présentée ici, ceinture rigide, enfin entre guillemets, et puis à la différence des Marseillaises. Cette ceinture rigide qu'on a plutôt tendance, souvent quand on fait la bouteille, à poser autour de l'abdomen. Et on voit bien que s'il n'y a pas de flexibilité à ce niveau-là, eh bien, ça risque de pénaliser l'inspiration abdominale. Et puis, au fond, une fois que le volume d'air sera réduit sous l'effet de la pression, eh bien, on va avoir un truc qui flotte, qui nage, qui nous embête. Du coup, préconisation plutôt la marseillaise et surtout marseillaise posée sur les hanches, parce que les hanches ne sont pas compressibles ou décompressibles. Les hanches, c'est une partie solide et donc du coup, on peut bien s'appuyer là-dessus plutôt que sur l'abdomen. Autre chose, toujours en lien avec le matériel, le tuba, un tuba qui permet de faciliter la prise d'air, surtout en regardant au front. C'est très intéressant pour les chasseurs. Ça peut être pénalisant pour les apnéistes dans la mesure où cela constitue un volume mort, un volume qui n'est pas renouvelé, donc du coup pour lesquels qui vont réduire l'efficacité des échanges gazeux et notamment l'évacuation du CO2. Et puis, en fonction de la posture aussi, cet effet de la pression hydrostatique qui va peut-être rendre plus difficile, comme en 4, là, la prise d'air parce que l'effort musculaire va être contrarié par cette pression du milieu qui va s'exercer et venir comprimer la cage thoracique et l'abdomen et donc rendre plus difficile la prise d'air et donc potentiellement pénaliser l'autonomie. Et pour conclure, voilà, j'y arrive. On va essayer on va peut-être devoir déborder un peu 2-3 minutes. Je m'excuse. Il y a plusieurs exercices que je vais vous présenter ici et un qu'on va faire et qui sont en lien avec ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Voilà. La cohérence cardiaque, ça peut se faire au sec, donc sur terrain plat, même en marchant, comme vous le voyez là, ou ça peut se faire en scaphandre avec le détendeur en bouche. Et puis, donc ces exercices-là, on ne va pas les faire. Par contre, on va peut-être en terminer là-dessus. Ces exercices de cohérence cardiaque ont un effet sur la réduction du stress, mais également sur la consommation et donc du coup l'autonomie en plongée avec bouteille, et puis sur la gestion de l'essoufflement et du givrage. Et je pense aussi sur la désaturation, mais là les spécialistes en parleront, sur la désaturation dans la mesure où on va amplifier le phénomène expiratoire et donc du coup permettre l'évacuation de l'azote qui est facteur d'accident de décompression. Alors, vous avez ici, et puis c'est la dernière image que je vais vous fournir, c'est ce qui vous permet finalement de procéder à cet exercice. Il y a beaucoup d'outils qui existent sur les smartphones qui vous permettront de faire ça. J'ai trouvé que cette animation était sympa et qui va permettre de réguler petit à petit inspiration, expiration maintenant et puis inspiration
expiration. Et inspiration. Voilà. Ce genre de petit outil, au début, on a du mal à rentrer dans le rythme. Et plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez voir que finalement, vous arrivez à synchroniser. Et en même temps, vous allez réduire le nombre de cycles ventilatoires par minute. Le régulier, alors pour ceux qui étaient à plus de 15, il va y avoir certainement un effet extraordinaire. Et ce à quoi je vous invite, c'est apprécier finalement ce qui doit être certainement un petit moment de détente. Et c'est là-dessus que l'on va s'arrêter. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour une discussion. Recording has stopped. Moi, j'ai des élèves qui ont peur de prendre des inspirations complètes parce qu'ils atteignent une zone d'inconfort et qui les gêne en fait. Donc ça, c'est pas facile à leur faire gérer. Alors, Laure, tu as été sensible à cette question-là. C'est difficile à distance, mais j'espère que les quelques mots que j'ai fait passer vont aider à t'accompagner vers ce qui est nécessaire pour faciliter l'exercice, et tout passe par le relâchement. Tout exercice en force, c'est un petit peu la difficulté de se dire « Ah oui, c'est pas pareil, c'est compliqué, on est dans l'eau, on est machin, on est hors de l'eau, etc. » Mais le bénéfice que je trouve, et tout le monde se rejoindrait à cela, en apnée, l'exercice qui est fait en force, en violence, il est fait, d'accord. C'est pas comme ça qui, pour moi, apporte du plaisir. Le plaisir, c'est je suis capable de le faire, et en plus de ça, quand je le fais, je me sens bien. C'est donc cette association entre l'appropriation d'un geste technique. On voit que finalement, le cycle ventilatoire complet est pas évident à maîtriser. La maîtrise de chaque méthode d'inspiration, pour certains, c'est évident, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté à pratiquer. Par contre, après transmettre cette complexité du geste, c'est autre chose. Je vous ai fait une démonstration là, de la manière dont on peut appréhender le sujet. Si j'étais en contact avec vous, je ne procéderais pas de la même manière, je n'aurais pas de diaporama, je ferais autrement. C'est par les mots, par l'observation que je procéderai avant tout. Et puis voilà. Donc, merci Laure de cette intervention. Effectivement, ça justifie alors peut-être encore plus l'intervention. Merci Laure. D'autres interventions? Alors non, je ne suis pas à Ibiza, j'ai changé le fond d'écran. Il y a quelqu'un qui défile là. J'essaie de reprendre. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler? C'est moi, Fifi. Salut, c'est Antoine. Salut Antoine. J'ai souvenir de... On avait vu, bref, en formation, on avait pu discuter un peu avec Abdelatif Alouache, et puis lui insistait sur l'idée que plus la prise d'air est rapide, plus elle provoque finalement une espèce de réflexe de blocage des muscles et du diaphragme, et que donc certains en fait n'hésitent pas à prendre beaucoup de temps en inspiration. Alors évidemment des professionnels, etc. Mais voilà, à ralentir finalement, prendre une inspiration, leur dernière bouffée d'air très lentement, parfois jusqu'à 1 minute. De façon à laisser se détendre, c'est un peu le but de tes exercices finalement, mais voilà, de façon à laisser se détendre les muscles de façon générale. Il y a des gens qui connaissent, ça serait le réflexe myotatique. Ça m'intéresse qu'on m'explique. Enfin voilà, lui c'était un peu
sa façon de conseiller les gens. Serge Éloi, tu veux expliquer le réflexe myotatique? Parce que moi, c'est un mot que je ne connaissais pas non plus. Oui, je peux expliquer très rapidement ce que c'est le réflexe. Alors, quand vous intervenez, essayez de mettre la caméra quand Ouais. souvent, c'est beaucoup. C'est super, merci. Ouais, je peux expliquer ce que c'est le réflexe myostatique. C'est très simple, c'est tout muscle étiré se contracte. Donc à partir de là, quand on sait ça, eh bien, c'est sûr que si on prend une inspiration forcée et rapide, on va contracter les muscles au lieu de profiter d'un certain relâchement. D'ailleurs, dans toutes les activités sportives, on se sert de ce réflexe myostatique puisque par exemple en saut en hauteur ou en saut en longueur, on va faire une prise d'élan qui va mettre en tension très rapidement le muscle de façon à ce qu'il contracte plus qu'il ne ferait si c'était la simple volonté de contracter son muscle. Merci Serge. Alors je vais compléter par mon expérience personnelle qui est pas. Juste un petit point. Oui, vas-y. J'ai vu qu'il y avait une référence Philippe Signoret 2021. Et dans le chat, je te demandais si c'était une publication et si on pouvait se la procurer ou si c'était juste. Alors, j'ai fait ça pour éviter le pillage. Et puis, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en préparation, mais ça demande beaucoup de temps parce que je vais traiter pas mal de sujets. Et je ne sais pas quelle sera l'issue. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Juste, donc, du coup, pour aller dans le sens d'Antoine et puis de Serge, et puis partager encore une fois une expérience qui fait pas loi. Il y a un exercice qui s'appelle le carré où on va petit à petit augmenter le temps d'expiration, le temps d'inspiration, poumon vide, poumon plein. On peut faire le triangle en évitant le poumon vide qui n'est pas forcément très agréable. Et on progresse comme ça, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, etc. Et ça, effectivement, c'est là où on se rend compte que finalement, le rythme ventilatoire, inspiration, expiration, et le relâchement que produit une expiration longue et prolongée dans le temps, et donc du coup, par petits à-coups plutôt qu'une approche plutôt brutale, violente, qui peut correspondre à des situations, mais qui apporte du stress et donc du phénomène de myotatique. C'est quelque chose qui est très agréable. Et l'autre chose aussi, c'est cet exercice, une ventilation par minute et pendant 10 minutes. Voilà. Au début, on démarre, on va faire beaucoup de statique. On va faire beaucoup, oui, de statique, c'est ça. Et puis après, quand on rentre dans l'exercice, on va se rendre compte qu'on va augmenter le temps d'expiration, augmenter le temps d'inspiration. Et comme le disait Antoine, finalement, on se retrouve à faire pratiquement expiration sur 30 secondes, inspiration sur 30 secondes, et on enchaîne ça avec une aisance, un bien-être extraordinaire. C'est paradoxal, mais donc ça contribue à contrarier ce réflexe myotatique.